Elena Voloshin, bonjour. Bonjour Claire. Cette semaine, vous allez nous parler des stars de la propagande russe. Oui Claire, mais d'abord, on va jeter un œil à l'image de la semaine. C'était hier soir, il est 19h à Paris, 20h à Moscou. Voici l'ouverture du journal télévisé sur Rossiya 1, l'une des deux principales chaînes de la télévision russe. On commence par des nouvelles depuis la région de Ryazan, où le président russe est arrivé aujourd'hui. Vladimir Poutine a visité le camp militaire du district de l'Ouest, où il a inspecté l'entraînement des mobilisés qui devront se rendre dans la zone de l'opération spéciale. La position pour tirer, allongée, la distance 300 mètres. Les armes à feu sont dernier cri. C'est un exercice qu'il aime bien, Vladimir Poutine. On l'a vu au fil des ans se mettre en scène en situation. Oui, et donc là, il rendait visite à soi-disant des mobilisés. Je dis soi-disant parce que ce genre de situation devant les caméras est toujours totalement mise en scène en ce qui concerne Vladimir Poutine, d'autant plus que là, il y a des armes à feu, donc on se doute bien qu'en termes de sécurité, cela devait être encore plus drastique que Vladimir pour ce qui est de l'accès à sa personne. Mais alors, au-delà de ce show, il y avait un message dans cette séquence. Les mobilisés, ils seraient donc ultra préparés, parfaitement équipés, motivés pour partir au front. On sait que dans les faits, ce n'était pas exactement le cas. On a vu au cours de ces semaines des vidéos et des témoignages des mobilisés laissés pour compte. D'ailleurs, Vladimir Poutine a suspendu cette mobilisation. Mais dans sa réalité parallèle, le mythe est toujours celui d'une guerre juste et glorieuse. Et au premier rang des propagandistes qui l'aident à entretenir ce mythe, il y a le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov. Et c'était octroyé un rôle à mi-chemin entre la terreur et l'humaniste. Et pour asseoir ce rôle, il ramène régulièrement chez lui en Tchétchénie des prisonniers de guerre ukrainiens. On a de nouveau vu de telles images hier sur les chaînes de télévision russes. Elles ont été tournées à Grozny, la capitale tchétchène. Et écoutez ce que Ramzan Kadyrov dit à ses prisonniers. Зачем нужно, да? Вы знаете, что это неправильная, да, война, да, что управляет над Украиной, да, не патриоты Украины, да, не те люди, которые болеют душой за Украину, да. Вас, да, пускают, да, на пушечное мясо, да, не лучше как-то на фарш, да, а сами сидят в Киеве, да, гуляют, да, веселятся. И за что воюем? За что? Вот ты за что воевал? Ни за что. Ни за что, да? А ты? То же самое. Alors ce rituel télévisé, il est dans la plus pure tradition de ce que fait d'ordinaire Ramzan Kadyrov chez lui en temps de paix, c'est-à-dire qu'il convoque des opposants au régime, des femmes qu'il estime avoir porté atteinte aux mœurs tchétchènes, des parents qu'il estime avoir donné une mauvaise éducation à leurs enfants, pour qu'ils avouent leurs péchés et leurs crimes et demandent pardon devant les caméras de télévision tchétchènes. Mais cette fois-ci, la situation et la mise en scène sont quand même très particulières, d'autant plus que, remarquez, ces trois jeunes hommes qui portent des fusils mitrailleurs, vous le voyez maintenant à l'écran, et des écusons K13 pour deux d'entre eux qui sont au premier rang. Donc, ce sont les fils de Ramzan Kadyrov. Kadyrov qui affirme qu'ils auraient livré combat en Ukraine et auraient personnellement participé à la capture de ces prisonniers. La télévision russe les a aussi montrés en tenue de combat de la tête aux pieds, rendant visite quelque part dans la région de Donetsk à des vétérans et inspectés de prétendus trophées de guerre. Alors, Adam, Eli et Akhmat ont 14, 15 et 16 ans. Kadyrov, il a donc dit accomplir son devoir en envoyant ses enfants mineurs en Ukraine. Vous allez voir aussi ces images d'eux à l'entraînement diffusé par les médias tchétchènes. On va peut-être entendre le son aussi, la musique sur ces images. En tout cas, ils ont soulevé une grosse polémique, mais les connaisseurs de la Tchétchénie, ils émettent des doutes quand même quant au fait que les fils Kadyrov ont réellement combattu en Ukraine, parce que cette télé-réalité que diffusent en permanence les médias de Kadyrov relève plus en général quand même de la télé que de la réalité. Alors, il y a une autre nouvelle tête d'affiche de la propagande russe, c'est le général Sergueï Sourovikine. Oui, il y a un peu moins de 2 semaines, on s'en souvient, il a été nommé commandant en chef des forces armées russes en Ukraine par Vladimir Poutine. Alors, il a fait les guerres de Tchétchénie et de Syrie. Il a accordé une interview à la télévision publique russe Rossiya sur l'évacuation des populations civiles depuis la ville de Kherson occupée par les Russes, annoncée par Vladimir Poutine cette semaine, cette évacuation. Ce qui est présenté en tout cas comme une interview du général Sourovikine, parce que vous allez le voir, il lit un prompteur avec un journaliste qui fait semblant d'écouter les réponses à ces questions. Regardez.
Les responsables de l'OTAN qui dirigent les forces armées ukrainiennes réclament depuis longtemps au régime de Kiev de passer aux manœuvres offensives vers Kherson. Nous possédons des informations comme quoi le régime de Kiev pourrait employer des méthodes et moyens de guerre interdits autour de la ville de Kherson. C'est pourquoi notre priorité est de conserver la vie et la santé de la population civile. Nous agirons de façon consciente, à temps, et nous n'excluons pas de recourir aux décisions les plus difficiles. Alors tout le monde s'est demandé ce qu'entendait Sourovikine par décision difficile, parce que Vladimir Poutine, par exemple, quand il parle de décision difficile, il emploie cet euphémisme pour parler rien moins que du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc qu'il justifie aussi par une prétendue menace de l'Occident contre la Russie. C'est ce que développait Sourovikine lorsqu'il dit que de prétendus responsables de l'OTAN auraient ordonné à leurs marionnettes ukrainiennes de mener l'offensive sur Kherson. Kherson qui, vu de Russie, je le rappelle, est considéré comme un territoire russe, puisque Vladimir Poutine l'a annexé. Et la menace occidentale, eh bien, c'est l'autre thème décliné en permanence par les propagandistes russes. Oui, et de façon un peu inattendue, on a retrouvé la semaine dernière Alexei Miller, le directeur général du géant gazier russe Gazprom, qui portait un Z, symbole du soutien à l'opération spéciale de Vladimir Poutine, au revers de sa veste lors d'un forum énergétique à Moscou. Il avait un message bien précis à faire passer aux Occidentaux pour leur soutien en Ukraine. Ils auront froid en hiver. Écoutez. Et vous savez, durant ce court laps de temps, que Dieu nous en préserve, on peut faire geler des villes entières, des territoires entiers. Mais c'est bien l'Europe qui s'est créée elle-même des problèmes. Ce n'est quand même pas de notre faute si le gazoduc Nord Stream, qui fournissait du gaz, a d'abord réduit ses livraisons, puis s'est arrêté complètement. On se souvient des paroles d'une de nos chansons célèbres. Plafond gelé, porte qui grince. N'oubliez pas notre culture russe. Étudiez-la. Et Miller qui n'est pas le seul à affirmer que les Occidentaux sont responsables de leur malheur parce qu'ils arment l'Ukraine et parce qu'ils sanctionnent la Russie. Non, en début de semaine dernière, on a entendu sur le sujet un certain Armen Gasparian, essayiste, éditorialiste russe. Gasparian fait partie des idéologues du régime de Vladimir Poutine. Plusieurs fois par semaine, il anime des streamings multidiffusés sur plusieurs plateformes web, Smart TV russes, à la radio aussi, où pendant près de 3 heures, il multiplie tout simplement les discours de haine à l'égard de l'Ukraine. Écoutez. Regardez ce qui se passe en Europe. 140 000 manifestants à Paris. Et en Allemagne, ça vous plaît? Ils prévoient de fermer les cliniques et les hôpitaux parce qu'ils n'ont plus de lumière du tout. Ils sanglotent qu'ils sont mal et en même temps ils disent on va les soutenir. On ne laissera pas disparaître le village. Le problème, c'est qu'il disparaîtra de toute façon, avec ou sans votre aide. Vous avez bien entendu, il appelle l'Ukraine le village. Les autorités ukrainiennes ont lancé un mandat d'arrêt contre Armen Gasparian pour appel au génocide du peuple ukrainien, notamment à cause des thèses contenues dans ce livre, regardez, intitulé « Dénazification de l'Ukraine », paru, tenez-vous bien, en 2018. Et oui, selon le parquet ukrainien que j'ai interrogé à ce sujet, à l'époque, le Kremlin aurait commandé plusieurs exemplaires de ce livre. Je rappelle que 3 ans plus tard, le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait une opération spéciale de dénazification de l'Ukraine. Écoutez encore ce que dit Armen Gasparian à propos des frappes massives lancées en début de semaine dernière contre l'Ukraine par Vladimir Poutine dans le cadre de cette fameuse opération spéciale de dénazification. Némésis sévit depuis 8 jours. Cela fait 8 jours qu'il y a du bruit, de la fumée et qu'on s'affaire au village. On leur disait pourtant depuis longtemps à ces imbéciles qu'ils devraient prier pour Vladimir Poutine 24 heures sur 24, parce que notre président est un grand humaniste. Dmitri Medvedev, lui, aurait déjà tout réduit en cendres. Il aurait tout coulé dans le béton et avec un sentiment profond du devoir accompli. Il aurait branché le tube de son groupe préféré, Deep Purple, Burn. Dmitri Medvedev, ancien Premier ministre de Vladimir Poutine, aujourd'hui chef du Conseil de sécurité de Russie, qui a de son côté récemment appelé au démantèlement du régime politique en Ukraine. Merci beaucoup, Elena, pour cette chronique édifiante. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau Vue de Russie.